Bienvenue à bord de la télévision Pacifique. Cette semaine, à travers Main en Lumière, Monsieur Max Jean-Louis, un jeune haïtien, un modèle à émuler, une source d'inspiration excelle au-delà de nos frontières. Expert dans les domaines culturels, filmographiques, médiatiques et du développement communautaire, c'est grâce à la magie technologique que nous accueillons virtuellement sur le plateau de l'émission à travers Monsieur Jean-Louis. Alors, chers téléspectateurs, installez-vous avec élégance, j'ai bien dit, avec élégance devant votre écran afin de suivre cette émission qui s'annonce enrichissante et captivante. Bonsoir, monsieur. Puis, merci d'avoir favorablement répondu à notre invitation. Plaisir de vous recevoir. Bonsoir, Monsieur Bretteville. Je salue l'ensemble de votre staff, tous les techniciens. Je salue les téléspectateurs, les spectateurs, puisque je sais que vous êtes aussi sur Internet. Donc, c'est un plaisir, mais surtout, c'est un honneur de participer à cette émission où d'autres éminentes personnalités ont participé avant moi. Et voilà, traditionnellement, Monsieur Jean-Louis, à travers Ausculte, les origines de ses invités, et vous ne faites pas exception. Pourriez-vous nous parler de votre enfance, ce qui vous a marqué et le cadre familial dans lequel vous avez évolué? Alors, il est toujours difficile de parler de soi-même, ou du moins s'il est toujours compliqué, surtout tout ce qui a à voir avec l'enfance, parce que je dis souvent que dans la vie, l'un des aspects les plus importants de la vie, ce sont les rencontres, dont la plus importante est celle avec soi-même. Et plus on grandit, plus on apprend à se connaître. Et quand on est enfant, on se rencontre à peine et on essaie de se connaître. Mais moi, je suis né à Port-au-Prince. Donc, j'ai eu mes deux parents à qui je rends hommage, Adeline et mon père Arnold, qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines, tous deux originaires de Sainte-Suzanne. Donc, je suis né dans la capitale haïtienne. Après quelques temps, mes parents m'ont amené à Sainte-Suzanne et j'ai passé mes premières années avec mon parrain, lui aussi décédé, Frédéric Bien-Aimé, que j'appelais affectueusement Papi Joli. Et après cette interlude à Sainte-Suzanne qui m'a beaucoup marqué, je pense qu'il va influencer le reste de ma vie, on va y venir. Je suis revenu à la capitale, à Port-au-Prince, pour aller à l'école. J'ai été au kindergarten, je crois le nom était Joli Garden, au centre-ville. Et puis, j'ai été à Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, à l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, dirigée par Edith Villedoin, que les Tonti m'appelaient Fifi. Elle aussi, elle est malheureusement décédée. Donc, j'ai fait du cours préparatoire à la terminale, on appelle aussi la philo, dans une seule école, Sainte-Thérèse, où j'ai eu une chance extraordinaire de rencontrer des personnes qui ont participé à ma formation. Juste avant et de plonger dans votre parcours et professionnel, vos 18 ans, que vous rappelle cette période cruciale dans votre vie? Bon, c'est une question intéressante parce que je me souviens quand j'allais avoir 18 ans, bon, c'est vrai que tout ado, on se dit, ah, mais je vais enfin être adulte, donc je vais pouvoir prendre des décisions. Et peut-être une anecdote est que pour moi, je me souviens que j'étais très excité à l'idée de pouvoir avoir mon compte en banque. Donc ça peut paraître futile pour un adulte Je ne vais et pas vous peut-être pour demander un dans quelle banque, hein? adulte. Mais à 18 ans, je me souviens que j'étais très excité à l'idée d'ouvrir mon compte en banque. J'étais très excité à l'idée d'avoir ma carte d'identification nationale. Je ne dirais pas que j'étais excité de voter parce que, bon, pour être honnête avec vous, il n'y avait pas un leader il y avait des leaders intéressants, mais comment dire, je n'étais pas impacté de voter. Mais surtout, à 18 ans, j'étais prêt à aller à l'université. C'était la vraie excitation que j'avais parce que j'ai terminé mon secondaire à l'âge de 18 ans et j'étais admis à une école de cinéma à Paris et j'étais très excité à l'idée de pouvoir aller à cette école parce que depuis que j'étais en cinquième, j'avais caressé le rêve d'étudier le cinéma. Je me souviens que depuis l'âge de 7 ans, je disais à mon père que je voulais aller en France. Je ne voulais même pas placer la France sur une carte. À 7 ans, je disais déjà à mon père, je suis fasciné par ce pays, j'aimerais faire mes études en France. Et justement, quand l'heure était arrivée, j'ai pu aller
étudier le cinéma à Paris comme je le souhaitais depuis tant d'années. Mhm, mhm. On reste dans votre enfance, on reste dans votre adolescence et vous, en tant que jeune adulte, et vous venez de parler de vos parents. Et en ce qui a trait à vos parents, votre maman et votre papa, quelles qualités vous ont marqué chez eux? Bon, je dirais que je ne parlerai pas au passé, même quand mon père est décédé, Ah, ma mère est désolé. Mhm, défunte. Et même quand mon père, lui, il est décédé, mais je continue à revisiter sa vie, à essayer d'apprendre ce que je peux apprendre. Mais même moi, mes parents ont toujours inculqué des valeurs. J'ai été très chanceux à ce niveau-là. Donc, c'est pas des gens qui m'ont élevé au matérialisme. Ils m'ont toujours appris que il était plus important, le verbe être était plus important que le verbe avoir. Donc, qui je suis était beaucoup plus important de ce que j'avais. Je me souviens à la maison était toujours bondée de monde. À Port-au-Prince, on avait des gens de partout, du Nord-Est surtout, donc le département d'origine de mes parents, Sainte-Suzanne est une des 13 communes du Nord-Est, mais il y avait des gens, évidemment, du Fort-Liberté, de tout du Nord. Il y avait même des gens du Cap, souvent, qui venaient à la maison, qui partaient. Et évidemment, ces gens étaient logés, nourris, et étaient traités comme des habitués de la maison, même si c'était pour la première fois qu'ils y venaient. Et je parlais souvent avec elles, ces personnes-là. mhm, Donc, c'est ça, c'est cet accueil, cette solidarité, ce goût de l'autre aussi, mhm, ce goût de l'autre, parce que on vit dans un monde malheureusement de plus en plus déshumanisé. On parle maintenant de transhumanisme, mais il y a l'émergence des réseaux sociaux, il y a eu évidemment le Covid. Moi, j'ai eu la chance très petit que mes parents m'ont appris l'importance de l'humain. J'ai eu donc des valeurs, j'ai été élevé mhm, dans des valeurs humanistes. mhm. Vous avez des frères et des sœurs, hein? Oui, mon père avait fait un premier mariage, donc il avait 3 enfants avant de me concevoir avec ma mère. Donc, j'ai 4 frères et sœurs, donc j'ai 3 sœurs et un frère. Mhm, 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 mhm. Journaliste, filmographe, et puis vous êtes versé dans la culture également, hein, Monsieur Jean-Louis. Et est-ce que vous avez été influencé par l'un de vos proches? Je dirais que ça, c'est intéressant parce que récemment, je me suis souvenu du premier livre que m'a offert ma mère, j'avais 7 ans. Je ne me souviens pas exactement du titre, mais je pense que ça s'appelait Le Cheval de Pablo. Et pour être honnête avec vous, je ne pense pas que je pouvais lire ce livre Mhm, parce que j'avais pas encore les facultés qu'il faut à ces temps pour lire. C'était un livre, comment dire, un roman d'enfant, mais c'était un roman d'enfant. C'était pas une bande dessinée ou un truc du genre, mais quand même, elle me l'avait donné. J'essayais de lire ce que je pouvais. mhm, Là, je pouvais lire le titre. Donc, il y a eu cet amour des livres qui me caractérise encore aujourd'hui. Et puis, il y a eu mon parrain, je l'ai mentionné tout à l'heure, Frédéric Bien-Aimé, Papy Joly, qui, chaque fois que quelqu'un venait à Port-au-Prince, il m'envoyait de l'argent. Je me souviens, les 100 gouttes, c'était les 100 gouttes neufs, donc l'argent neuf mhm. qui À m'envoyait l'époque. les billets, très excité à recevoir ses lettres déjà pour lire ce qu'il avait à me dire et puis pour que je lui fasse une réponse quand cette personne, souvent, comme je vous disais, il y a des gens qui partaient pour soit qui venaient faire une démarche à Port-au-Prince, donc cette personne retournait dans le nord et dans le nord-est, donc je leur envoyais ma réponse et puis avec l'argent de mon parrain, j'allais à un supermarché qui était tout près de la maison pour aller acheter des magazines. Je me Mhm, souviens, c'était toujours très excitant pour moi d'aller à ce supermarché pour acheter des magazines d'enfants, mais ce qui quand même a été très ludique et où j'apprenais beaucoup de choses. Donc j'ai eu donc des gens qui m'ont instillé le goût de la lecture et puis il y avait toujours la musique. Dans mon entourage, j'ai un cousin qui était très fan de musique et qui était à la maison. Donc, l'inspecteur Joliet Jean-Baptiste, maintenant qui est aux États-Unis. Donc, j'ai eu très tôt, et puis je me souviens, mon père et ma mère, je me souviens la première fois que j'ai été au cinéma impérial, c'était déjà vers 7 ans. On était allé voir Titanic, mais je ne me souviens plus pourquoi ce jour-là, on ne pouvait pas voir Titanic. Donc, on est allé voir un film avec Wesley Snipes, dont c'était Shaft, ou je ne me souviens plus le nom. Et après, on est retourné pour voir Titanic. Et mhm, avant d'aller voir Titanic, tout le monde disait, ah, tous les gens pleurent en sortant du film.
Et moi, je me souviens quand j'ai été voir Titanic, je, comment dire, je n'avais pas un désir naturel de pleurer, mais le fait que je savais que tout le monde pleurait, je me souviens Vous avez que pleuré quand même, hein? je me suis efforcé pour pleurer de Titanic. Donc, Uh-huh. c'est pour vous dire que j'ai eu ça. Mon père m'accompagnait dans les restaurants. Ma grand-mère Thérèse était une cuisinière, donc la gastronomie. Ma mère a fait des cours de cuisine. Elle a appris d'autres choses, la pharmacologie, le secrétariat. C'est une polyvalente, une multidisciplinaire. Mais elle avait appris les cours de cuisine, et ce qui est un peu une tradition du côté de la famille de ma mère. Et donc, j'avais aussi ce côté intérêt de la gastronomie. Donc, c'est pour vous dire que j'ai eu différents apports de ma famille pour différents arts qui, sans doute, ont contribué à qui je suis aujourd'hui. Mhm, mhm. À vous entendre parler et du film Titanic, et je devrais dire encore, je veux même dire que Ginette Renault avait raison de dire que ça pleure aussi un homme. Mais Monsieur Jean-Louis, en ce qui a trait à vous comme filmographe, qu'est-ce qui vous inspire en tant que filmographe? C'est intéressant parce que, comme je vous ai dit, depuis que j'étais très jeune, depuis que j'étais adolescent, je voulais devenir cinéaste. Je ne savais même pas comment, quel mot utiliser. Donc, à la maison, je disais, ah, je veux faire des films, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais je pense que vers 11-12 ans, je savais déjà que je voulais apprendre le cinéma. Donc, ce qui m'avait toujours fasciné, je pense, c'est cette capacité à s'évader. Et donc, quand je regardais les films à la maison, quand j'étais petit, c'était pour moi une occasion de m'évader parce qu'il faut dire que euh, toute ma génération, et malheureusement celle d'avant, et j'ai envie de dire celle d'après, j'espère que ça va s'arrêter là, mais en même temps, je ne pense pas que ça va être facile. Donc, j'ai été et je suis une génération de sacrifiés. Donc, quand je suis né, je suis né dans une période transitoire sous la présidente Bertha Pascal, sous la présidence Bertha Pascal Touillot, qui est ma mère spirituelle aujourd'hui. Donc, c'est une personne que j'ai fréquente et pour qui j'ai beaucoup d'estime. Donc, je suis né sous un pouvoir provisoire. C'est même pas transitionnel, transitoire, parce que transition et pouvoir provisoire, c'est pas la même chose. Je me demande si on n'a jamais eu une transition en Haïti. On a surtout eu des pouvoirs provisoires. Donc, je suis né sous un pouvoir provisoire. J'ai connu d'autres pouvoirs provisoires. À ce moment où je vous parle, Haïti n'a pas de président élu, ce qui est une grande première. J'ai été témoin, bon, pas témoin oculaire, évidemment, mais comme tout le monde, comme tous les Haïtiens, dans ma vie, malheureusement, j'ai connu un président qui a été assassiné dans sa chambre. Donc voilà, c'est tout un traumatisme. Donc, pour moi, les films, quand on est haïtien, c'est toujours une capacité de s'évader, d'échapper à une réalité souvent suffocante. Donc, je pense que c'est ça qui m'a motivé à, à étudier le cinéma. Mhm, mhm, mhm. Et pourriez-vous, et Monsieur Jean-Louis, partager une expérience mémorable lors d'un tournage? Donc, quand je suis allé en France, justement, voilà, j'étais dans une école de cinéma, c'était une école spécialement de cinéma, donc j'étais très chanceux dans ce domaine. C'était pas une université qui faisait du droit, je sais pas, de la relation internationale et du cinéma, c'était une école de cinéma. C'est vrai qu'il y avait, en plus de la réalisation, il y avait une partie d'actorat, il y avait une partie, je pense, pour le journalisme audiovisuel aussi. Moi, j'étais en réalisation cinéma et télévision, donc j'ai eu beaucoup de tournages. Mais pour répondre précisément à votre question, parce que je pense en parlant, je pense que le tournage qui m'a le plus marqué, ça a été en 2020. J'ai eu l'occasion, l'honneur de fonder une radio à Sainte-Suzanne en 2017, la radio Guacanagaric, du nom du cacique qui a accueilli Christophe Colomb quand il est arrivé, le cacique du Marien. Donc, comme PDG de cette radio, je disais toujours que je voulais une radio multimédia. Donc, c'est pas que du son, mais des vidéos. Donc, on a une chaîne YouTube. Ces vidéos sont toujours disponibles. Donc, j'ai développé le projet Bouillot avec le support de la Focale, que je salue au passage, la Focale, Michel Pierre-Louis, Maud Malingré, qui m'ont beaucoup supporté dans mes aventures associatives et médiatiques en Haïti.
Et donc, en 2020, j'ai entrepris une série de tournages. On était en pleine pandémie, mais je me suis dit qu'il fallait saisir l'attention des gens. Le fait que les gens étaient chez eux, chez elles, les personnes étaient chez elles, les gens étaient chez eux. En Haïti aussi, même si on avait, comment dire, on n'était pas aussi touché que les autres pays, mais il y avait quand même un confinement. Et puis, il y avait déjà un lock hein, qui datait déjà de 2018, du 6-7 juillet 2018, le lock politique auquel a succédé le lock du COVID-19. Donc, je me suis dit qu'il fallait saisir l'opportunité que la majorité des gens sont à la maison pour produire des choses. Et donc, j'ai dit que je veux sensibiliser sur les risques de catastrophes, dont le risque d'un tremblement de terre majeur qui menace le Grand Nord et particulièrement Cap-Haïtien, ce qui est toujours d'actualité aujourd'hui, malheureusement. Donc, j'ai fait toute une série de vidéos pour explorer la thématique de la résilience par rapport au risque de catastrophe. Et j'ai pu rencontrer des personnes extraordinaires comme l'ancien gouverneur Fritz Jean. J'ai rencontré Michael Senatu. J'ai tourné aussi malheureusement avec des gens qui sont décédés. Et c'est là encore pour répondre à votre question, ce qui me marque le plus. J'ai tourné avec Evonie Georges-Auguste, une personne que j'admire et que je n'oublierai jamais, qui est décédée. J'ai tourné avec Rodalbert Bien-Aimé. Et pour revenir à Evonie, je me souviens lors du tournage, j'ai un bon ami à moi qui est photographe, Reynaldo Mimo, qui faisait des photos de ces personnalités-là. Donc, Eddie Lubin aussi. Il y a d'autres, hein. Il y a Eddie Lubin, il y a Patrick Durandis. Et Reynaldo a pris la photo de Evonie. Et c'est cette photo que j'ai prise que Reynaldo a pris de Evonie, donc, qu'on va utiliser pour son enterrement. Donc, vous savez, dans les enterrements, il y a souvent des images qu'on met près du cercueil. Et c'est cette image que nous avons prise, cette image qui a été prise lors du tournage de Boyo en 2020, qui va être utilisée quelques temps après pour les funérailles de Bonnie. Donc, c'est pour ça que et puis, ces vidéos sont toujours d'actualité puisque le risque de catastrophe est toujours pendant, malheureusement, sur le Grand Nord. Mhm, mhm, mhm. Aujourd'hui, Monsieur Jean-Louis, est-ce qu'il y a des tendances qui vous passionnent dans la cinématographie? Je suis plus du côté du film d'auteur. Peut-être que c'est du fait que parce que même si maintenant je suis aux États-Unis, mais j'ai été formé en France. Donc, il y a un cours, il y a une école, il y a un courant en France qui s'appelle la Nouvelle Vague, avec des cinéastes tels que François Truffaut. Donc, je suis plus un peu film d'auteur que les grandes réalisations hollywoodiennes type Avengers, Spider-Man ou autres. Donc, je suis plus de ce côté-là, un film d'auteur, que ce soit à l'européenne ou à l'américaine. Il y a Woody Allen, je sais que maintenant il est un peu déplié par rapport à des scandales, mais il continue de tourner. Il a été d'ailleurs au Festival du cinéma de Venise cette année avec un film qui s'appelle Coup de chant. Donc, j'aime beaucoup les films de Woody Allen. Je ne vais pas rentrer à la personne en soi, mais ces films sont extraordinaires. Je me souviens, Blue Jasmine, qui est sorti en 2013, qui a reçu plusieurs Oscars. Match Point, encore Minuit à Paris, je ne sais pas si ça s'appelle en français, parce que vous savez, parfois, les traductions des films ne sont pas des traductions littérales, mais en anglais, ça s'appelle Midnight in Paris, de Woody Allen. Et puis, il y a aussi Scorsese il n'est pas, comment dire, il n'est pas un réalisateur d'auteur, mais je pense que ses films sont assez intéressants. Il y a eu Shutter Island, il y a eu Attrape-moi si tu peux, Catch Me If You Can. Donc, c'est ça, des films psychologiques, des films d'auteur, c'est ce qui me passionne davantage. Mais aussi, je veux dire, je veux parler des documentaires, hein, parce que j'ai une vraie passion pour les documentaires. Mhm, mhm, mhm. En tant que cinéaste ou encore filmographe, Monsieur Jean-Louis, quels défis rencontrez-vous assez souvent et comment vous les surmontez? Bon, je suis multidisciplinaire, donc j'ai plusieurs casquettes. Je suis journaliste, j'ai un MBA, une maîtrise de l'administration des affaires. Je suis un commissaire d'art, donc je fais pas que le cinéma, mais pour répondre à ça, bon, je vais donner une réponse un peu directe et platonique, si on veut. C'est l'argent, le financement, parce que c'était le grand drame de tout créateur, parce que vous pouvez
avoir une idée extraordinaire, mais il faut l'argent pour la réaliser. Mhm, mhm, Et mhm, même quand on est noir, malheureusement, je sais que c'est un peu controversé ce que je vais dire, mais quand on est noir, quand on est dans un pays où on est une minorité, par exemple là où je suis aux États-Unis, on est souvent, on rencontre, on doit traverser 13 mers et 7 rivières pour pouvoir réaliser ces projets parce que les financements sont rares, on est aussi un immigrant, donc on a d'autres chats à fouetter, j'ai envie de mhm. dire, parce qu'il faut nettoyer, il faut vivre, il faut faire les démarches administratives, donc on a très peu de temps pour aller chercher des fonds et la majorité des gens que vous allez voir, vous refusent. Il faut une force d'âme extraordinaire et c'est valable pour les cinéastes, pour disons pour un peintre qui veut produire des tableaux, qui veut montrer ses tableaux, c'est valable pour un danseur, c'est valable pour un chef aussi, pour pouvoir continuer à fleurir dans l'art. Il faut des moyens. Mhm, mhm. Bon, on doit dire que toutes les catégories confondues donc, font face à ce genre de difficultés, à ce genre de défis, qu'est ce problème de financement, hein, Monsieur Jean-Louis. Aujourd'hui, en tant que journaliste, quel regard portez-vous sur le journalisme, mais surtout, hein, notamment le journalisme qu'on fait en Haïti, le journalisme haïtien, je dirais. C'est une question piège, Monsieur Prédufil, parce que en fait, je rigole, mais je veux dire que en Haïti, tout est à, bon, pas tout, mais il y a beaucoup de choses à repenser, malheureusement, parce que il faut faire un inventaire. Je pense que c'est la première chose, c'est la première étape de la nouvelle Haïti, de la construction de la nouvelle Haïti, c'est un inventaire de ce qui va et de ce qui ne va pas. Je pense que on a des journalistes très compétents, très bien, comme vous-même et d'autres, mais il y a des choses à améliorer. Il y a toujours de l'espace pour l'amélioration. C'est ma philosophie de vie, Monsieur Prédeville. Chaque jour, j'essaie d'être une meilleure personne, un meilleur ami, un meilleur frère, un meilleur collègue, donc un meilleur journaliste, un meilleur cinéaste, un meilleur commissaire. Donc, et aux États-Unis, là où je suis, il y a beaucoup de corrections à apporter dans les médias. Donc, c'est pas propre d'Haïti, mais chez nous, oui, il faut faire des améliorations. Il faut cesser de tirer les gens par le bas, mais il faut les élever. Je pense que c'est le rôle du journalisme et encore plus dans un pays comme Haïti. Il faut élever les gens. Il ne faut pas aller les trouver là où ils sont, ce qui n'est pas leur faute aussi parfois. Il faut les élever, qu'ils puissent des citoyens conséquents, qui puissent participer à la construction, je dirais, de ce pays. Mhm, mhm. Que diriez-vous, Monsieur Jean-Louis, à un jeune qui souhaite faire carrière dans le cinéma ou encore en tant que cinéaste? En Haïti ou de manière générale? De manière générale. De manière générale, je pense que le cinéma est un médium, en fait, est un art, et le cinéma dans toutes ses déclinaisons, que ce soit à la télévision, et maintenant, bon, c'est qu'il y a les plateformes de streaming, de type Netflix, il y a YouTube, YouTube TV, il y a YouTube, il y a Facebook aussi, il y a des gens, je vois, qui font des scènes sur Facebook. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes haïtiens qui sont dans la diaspora, notamment à Saint-Domingue, qui ont des sketchs qu'ils publient sur Facebook. Donc, moi, je dirais aux gens qui aspirent à faire du cinéma ou toute personne qui aspire à faire de l'art, il faut suivre ses rêves. Il faut pouvoir voir la vie avec le cœur parce que dans la vie en général, on tient à fusiller vos rêves. Hein. C'est pas, quand je dis on, c'est pas un Malheureusement, on malheureusement. conspirationnisme, c'est le propre de la vie. On peut être né dans une famille avec des moyens limités. La loterie génétique peut nous faire être né dans un pays comme Haïti. Tout est difficile. Il y a pas, il y a plus de salles, il n'y a pas beaucoup de salles de cinéma en Haïti en ce moment. Je Mhm, sais que mhm. à Cap-Haïtien, il y avait Versailles, à d'autres endroits, mais il n'y a pas. Moi, dans mon enfance, j'ai été très heureux. Je me souviens quand j'étais au secondaire, j'en avais un groupe de travail avec des amis à Cadiz, à Sur-Delma, et puis quand je finissais avec le groupe de travail, je
traversais la rue et j'allais à Impérial. C'est plus possible parce que, un, il n'y a pas d'Impérial, deux, il y a l'insécurité. Donc, quand on veut, pour quelqu'un qui veut faire du cinéma ou qui veut suivre une passion artistique, donc j'encouragerais à cette personne de suivre ses rêves et de rêver avec le cœur. Mhm, mhm. Vous venez avant, au commencement, Monsieur Jean-Louis, vous disiez que vous aviez lu tant de livres. Est-ce qu'il y a un livre que vous a marqué, hein? Un livre que Ah, vous il y a auriez beaucoup de aimé livres, relire? il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué, mais bon, il y a Le Petit Prince, puisque je citais, je parlais de voir avec le cœur, donc il y a évidemment Le Petit Prince de Saint-Exupéry, il y a Le Gouverneur de la Rosée aussi qui m'a beaucoup marqué. Il y a d'autres livres, euh, il y a des livres, les livres des philosophes des Lumières aussi, les livres de Voltaire, les livres de Rousseau, les livres de Diderot, le supplément ouvrage de Bougainville. Diderot est un livre extraordinaire que je continue de lire. Les œuvres complètes d'Albert Camus sont extraordinaires. J'ai tout appris d'Albert Camus et je continue à apprendre. Je n'ai pas fini de lire ses livres. J'apprends beaucoup d'Albert Camus. J'adore les livres de Dany Laferrière. Il y a un livre qui s'appelle Les années 80 à Vieille Ford, qui est une compilation de textes de Dany qui est extraordinaire. J'ai lu beaucoup Pradel Henriquez, qui est pour moi un mentor, dont le dernier livre auquel j'ai participé, Le déclin de la culture haïtienne. Donc oui, j'ai eu la chance de lire beaucoup de livres qui m'ont inspiré. Mhm, mhm. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à aller lire comme Monsieur Jean-Louis, donc aller prendre en lecture certains livres comme Gouverneur de la Rosée, comme des livres d'Albert Camus ou encore de Franck Etienne et tant d'autres auteurs qui sont disponibles soit sur le net ou encore en support et papier. Monsieur Jean-Louis, on va prendre la pause, mais bien avant, je vais vous proposer deux mots. Vous allez choisir un de ces mots et vous allez nous dire pourquoi. Donc, je vous propose honnêteté et humilité. Dites-nous pourquoi. Je dois le dire maintenant. Ah oui, vous devez le dire Ce, maintenant. Et pourquoi ce et sont ce deux choix? concepts que j'admire particulièrement, donc j'ai le barrage du choix, mais je pense que j'irai avec humilité. Et pourquoi humilité? Parce que je pense que c'est une condition essentielle à la vie, parce qu'il ne faut jamais avoir la grosse tête. Le moment est venu de prendre une pause, mesdames, messieurs. Restez branchés, la télévision Pacifique, on vous reviendra. Si vous venez à peine de brancher la télévision Pacifique, vous suivez l'émission à travers et notre invité pour aujourd'hui, c'est bien Monsieur Max Jean-Louis, journaliste, filmographe ou cinéaste et il est aussi un conservateur d'art. Monsieur Jean-Louis, on va donc parler de les marées de la liberté, donc du 12 janvier au 17 mars 2024, l'exposition Haïti Louisiane, les marées de la liberté. C'est quoi cette activité? Merci de cette opportunité de pouvoir parler de cette exposition dont je suis l'auteur et le commissaire. Donc, l'exposition Haïti-Louisiane, les marées de la liberté, l'idée m'est venue mais ici aux États-Unis, à la veille d'un voyage que j'opérais en Louisiane en mai de cette année. Mais je dois vous dire que depuis des années, j'étais fasciné par la Louisiane. Je dois remercier un ami, Ben, qui m'a instillé l'amour de la Louisiane à travers ses livres, notamment sur le Poudou, de Marie Laveau. Donc, j'étais très excité de pouvoir aller en Louisiane avec le Centre de la francophonie des Amériques cette année, dont j'étais membre du conseil d'administration pendant 5 ans de 2010 à 2015. Donc, quand j'ai été là-bas, j'ai eu l'opportunité de pitcher, comme on dit, donc de présenter l'idée embryonnaire que j'avais pour organiser une exposition qui montrerait les similarités, les similitudes entre la Louisiane et Haïti. Mhm. Mais évidemment,
montrer, on ne peut pas tout explorer. Il faut se focuser, il faut se focaliser sur des aspects clés. Et l'idée que j'ai eue, à la suite avec cette discussion avec des gens en Louisiane, dont Joseph Dune, qui est un leader de la francophonie en Louisiane assez important, j'ai estimé que l'exposition que je devais faire devrait se concentrer sur deux événements majeurs qui ont marqué, que ce soit Haïti ou la Louisiane. Évidemment, nous, c'est la Révolution haïtienne. En janvier, on va fêter, malgré l'existence du 220e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Cette semaine, le 29 novembre, c'était le 220e anniversaire de la déclaration de l'indépendance qui a été faite à Port-Liberté du Nord-Est dont je suis originaire. Donc, et en Louisiane, ce que les gens ne savent pas, y compris en Louisiane, hein, et encore moins aux États-Unis, encore moins en Haïti, encore moins dans le reste du monde, il y a eu une révolte qui a été directement inspirée de ce qui s'est passé en Haïti. Elle a été la plus importante révolte esclavisée. Moi, j'aime utiliser le terme esclavisé parce que quand on dit esclave, c'est comme si c'était la condition naturelle de ces pauvres noirs d'Afrique. Non, ils ne sont pas nés inférieurs aux Blancs. Les Blancs les ont forcés à l'esclavage. C'est pour ça que j'utilise le terme esclavisé qui est de plus en plus d'universitaires, d'activistes, d'artistes utilisent. Donc, les esclavisés de la Louisiane en 1811, donc 7 ans après notre indépendance, et près de 30 ans, alors près de 20 ans après le bois Caïbes, 1791 à 1811, se sont inspirés de ce qui était passé chez nous pour faire une révolte, malheureusement qui n'a pas porté fruit, évidemment. Et il y avait des centaines d'esclaves en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Ça s'appelait à l'époque le territoire d'Orléans. Et cette partie spécifique-là s'appelait la côte des Allemands, the German Coast. Et ils se sont révoltés contre leurs maîtres et ils ont tué quelques-uns d'entre eux. Ils ont marché, ils ont marché dans toute cette partie-là de la Nouvelle-Orléans et ils chantaient, comme nous le chantions, liberté ou la mort. Parce que s'ils ne pouvaient être libres, s'ils ne pouvaient pas vivre libres, ils préféraient vivre. S'ils ne pouvaient pas vivre libres dans la vraie vie, ils préféraient mourir et vivre libre de la mort dans les mains de Baron Samedi et de Grande Brigitte. Donc, c'est un peu le thème de l'exposition que j'organise. On va montrer les similitudes, on va parler de l'histoire de ces deux révolutions qui ont été effacées. On dirait que, alors, il y a des gens qui utilisent le terme cancel culture, la culture de l'effacement, plus ou moins si on veut une traduction française, ou disons qu'on essaie d'effacer des points d'histoire, d'effacer des gens, de cacher, de dissimuler. Et évidemment, la révolution haïtienne, il y a eu une tentative de l'effacer, de le cancel, pour que alors, les grandes nations colonisatrices, impérialistes, et certains même racistes n'ont pas voulu que la nouvelle de ce qui s'est passé en Haïti se propage, parce qu'il faut savoir qu'évidemment, à cette époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas la télévision, donc les gens ne pouvaient pas juste allumer leur télé ou bien ouvrir leur smartphone et savoir ce qui se passe. Donc, il y avait une volonté de cacher ce qui se passait en Haïti. Donc, cette histoire a été cachée ou mal racontée, y compris en France et y compris aux États-Unis, et y compris dans les pays que nous avions aidés, dont les États-Unis, où nous avions combattu, notamment à Savannah, et il y a eu des anciens esclavisés qui ont fondé des villes, comme Jean-Baptiste Pointe-du-Sable qui a fondé la ville de Chicago. Donc, il y a eu une volonté de cacher tout ça, et évidemment, ce qui s'est passé en 1811, il y a eu une volonté complète de le cacher, de l'effacer, de le cancel pour que les autres Noirs aux États-Unis ne s'inspirent pas de ce qui s'est passé en Louisiane ou de ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, on va faire justice à ces deux événements historiques
dans le contexte de leur anniversaire, le double anniversaire, le 220e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, ce qui est une grande date, et puis l'anniversaire de la révolte de 1911 des esclavisés de la Louisiane, puisque ça s'était passé aussi en janvier. Mhm, mhm. Je rappelle que vous êtes auteur et commissaire de cette exposition Haïti-Louisiane, Les Marées de la Liberté, qui sera présentée en français et en anglais. Et c'est une captivante plongée dans l'histoire, mettant en avant, et comme vous venez de le dire, les récits entrelacés d'Haïti et de la Louisiane. Est-ce qu'il y a des invités d'honneur, Monsieur Jean-Louis? Oui, avant, je vais ajouter que on a récemment pris la décision de tout traduire en créole. Donc, Mhm, l'exposition sera présentée en français, en anglais, oui, mais aussi en créole. Vous savez que le créole, c'est pas difficile. La graphie du créole, c'est difficile parce que l'académie créole ne fonctionne pas comme elle le devrait en raison de la situation du pays, je dirais. Mais on va faire un effort pour offrir tous les textes et tous les contenus écrits en créole et en Louisiane, parce que c'est une exposition itinérante. Donc, la première sortie, comme vous l'avez dit, sera en Louisiane du 12 janvier au 17 mars. Elle sera présentée par la Fondation Lyon, que je remercie au passage, qui est dirigée par Scott Hilton. Et elle sera aussi présentée par le Historic Beacon House and Gardens. C'est une maison historique faisant partie du patrimoine fédéral des États-Unis qui a été construite en 1826 par Joseph Carpentier, qui a été le planteur français qui vivait à Saint-Domingue, donc le nom d'Haïti à l'époque, et qui a fui Haïti pour aller justement à la Nouvelle-Orléans. Et c'est intéressant que nous puissions, parce que j'ai un groupe de 8 artistes, des gens d'Haïti et des gens de la Louisiane, nous puissions réinvestir cette maison pour raconter malheureusement l'histoire de l'esclavage, mais surtout l'histoire de la résistance, que ce soit d'Haïti et de la Louisiane. Nous avons Erol Josué comme invité d'honneur et nous avons Jean-Louis Roy du Canada, ancien secrétaire de la francophonie, comme invité d'honneur, et nous avons beaucoup de personnes qui seront aux activités inaugurales de l'exposition. Il y a le tambourineur et ami Jeff Pierre qui sera là. Il y a d'autres personnalités qui feront le déplacement aussi. mhm. Ce sera ouvert au grand public, hein? Ce sera ouvert au grand public. Les gens peuvent aller sur le site de la Fondation Non pour avoir un billet pour visiter l'exposition en Louisiane. Et après la Louisiane, nous pourrons nous déplacer à d'autres endroits. Nous sommes déjà en discussion pour l'amener à New York, nous sommes en discussion pour l'amener à Montréal, nous sommes en discussion pour l'amener en Europe. Donc, les gens qui, malheureusement, n'auraient pas eu la possibilité de faire le déplacement en Louisiane, nous espérons qu'elles auront la chance de voir l'exposition à d'autres endroits. Mhm. Monsieur Jean-Louis, on va mettre fin à cette émission, mais je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander, est-ce que vous pouvez partager avec nous une exposition dont vous êtes particulièrement fier d'avoir organisée? Ah, bon, je suis, comment dire, fier, je ne sais pas, c'est le mot, mais je suis toujours très heureux de ce que j'organise. La dernière exposition que j'ai faite avant celle-là qui m'a s'ouvrir en janvier, elle a été le vernissage de mural d'un artiste haïtiano-américain, et puis on avait d'autres artistes ici à New York. Et c'était pour honorer Frédéric Douglass, qui est une figure importante de la lutte pour les droits civiques, pour la lutte antiraciste, la lutte anti-esclavagiste aux États-Unis. Frédéric Douglass était ambassadeur des États-Unis en Haïti. Donc, j'ai organisé une exposition en juillet à New York pour honorer Frédéric Douglass. J'avais la participation d'artistes haïtiano-américains, mais aussi venus de la première d'Afrique. Donc, c'était pour moi un honneur, une opportunité extraordinaire de m'associer à la mémoire d'un grand homme comme Frédéric Douglass, parce que dans mes expositions, j'essaie toujours d'avoir un fond, bon, disons intellectuel, je sais que ce mot parfois est décrié, mais il y a, disons, un fond de pensée. Donc, je veux que l'art suscite la réflexion aux visiteurs qui viendront voir les œuvres. Mhm, mhm. Monsieur Jean-Louis, merci d'avoir été disponible ou encore de vous être mis disponible pour nous, pour la télévision Pacifique, dans le cadre de ce numéro de l'émission. À travers un dernier mot, ce serait quoi?
Tout d'abord, je veux remercier Pacifique, je veux vous remercier beaucoup, M. Gilles, pour cette invitation. Merci à toutes les personnes qui ont rendu possible cet enregistrement, toutes les personnes qui ont visionné, que ce soit avec leur téléviseur ou bien les autres terminaux. Donc, comme dernier mot, je dirais qu'il faut continuer à espérer, parce que je sais que les moments sont difficiles de par le monde. Bien sûr, en Haïti, c'est très, très difficile. Ce matin, je regardais la une de Nouvelle Liste avec un ami que j'ai, le docteur Samson Marseille, qui a été kidnappé il y a plus de 3 mois et toujours sans nouvelles. Euh, donc, on a d'autres actualités malheureuses à travers le monde, la guerre entre Israël et le Hamas, la guerre en Ukraine. Donc, on vit des heures sombres, mais au-delà de toute espérance, je lance un appel à espérer. Mhm, mhm. Chers téléspectateurs, il faut garder espoir malgré tout. Donc, c'est donc l'appel de Monsieur Jean-Louis. C'est ici que nous mettons un terme à ce numéro d'à travers pour ce aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à nos techniciens qui ont rendu possible ce numéro d'à travers. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programme.